Bien, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cet amphithéâtre Navarre. Donc ces dernières semaines, il s'est agi pour nous d'expliquer comment il se fait que le confucianisme soit actuellement revendiqué à la fois comme humanisme et comme partie prenante dans les dialogues interreligieux. Nous avons été ainsi amenés à retracer l'historique de l'invention du confucianisme comme religion du monde, en anglais donc world religion, dans le contexte de la constitution d'une nouvelle discipline académique ou universitaire, si vous préférez, au cœur de l'establishment universitaire anglais. Donc cette nouvelle discipline qui s'est nommée la science des religions ou religion comparée. Donc science des religions, vous remarquerez que ce qualificatif de science s'applique désormais aux religions, alors que dans la première partie du XIXe siècle, il était réservé à la philosophie. On parlait de science philosophique. Maintenant, on peut parler de science religieuse. Et cette nouvelle discipline se constitue en particulier à l'université d'Oxford, en Angleterre, sous l'impulsion conjointe de Max Müller, donc ce savant d'origine allemande, et de James Legge, donc ce missionnaire écossais, donc qui est élu à une chaire d'études chinoises à Oxford après avoir passé presque 35 ans donc en Chine. Alors, nous avons vu comment la collaboration de ces deux savants s'est concrétisée dans la publication sous la direction de Max Müller aux presses universitaires d'Oxford de la monumentale série intitulée Sacred Books of the East, c'est-à-dire donc les livres sacrés de l'Orient, une publication, une parution qui s'est étalée donc sur presque une trentaine d'années, entre 1879 et 1910, et pour laquelle Max Müller a sollicité donc la contribution de James Legge en ce qui concerne donc les classiques chinois, puisque James Legge avait commencé donc à faire paraître ses traductions des Chinese Classics donc entre 1861 et 1872. Et c'est donc à ce titre que James Legge a apporté sa contribution donc à la série des livres sacrés de l'Orient. Alors, pour l'évocation de ce véritable processus d'invention d'une nouvelle discipline académique, j'ai repris les travaux de Norman Girardot, donc, qui, malgré son nom bien français, est un sinologue américain, qui a publié en 2002 une étude sur le travail de James Legge, intitulée The Victorian Translation of China, James Legge's Oriental Pilgrimage, c'est-à-dire donc la traduction victorienne de la Chine, le pèlerinage oriental de James Legge, paru donc aux presses universitaires de Californie, à Berkeley. Donc traduction victorienne, pour rappeler, donc James Legge a donc vécu et travaillé donc à l'ère de la reine Victoria, qui représente à elle-même donc cette période glorieuse du colonialisme anglais. Et j'ai repris également les travaux de Anna Swan, écrit S-U-N,
qui s'intitule Confucianism as a World Religion, Contested Histories and Contemporary Realities. Le confucianisme comme religion du monde, histoire contestée et réalité contemporaine, paru tout récemment, l'année dernière, donc en 2013, aux presses universitaires de Princeton. Donc Anna Swan est une jeune chercheuse d'origine chinoise, donc qui fait partie justement de ces étudiants et chercheurs chinois qui donc sont actifs dans le cadre des universités américaines et qui témoignent donc de la vivacité de ce que j'ai appelé donc cette autoroute qui relie donc les États-Unis et la Chine actuellement. Alors, Anna Swan parle à juste titre dans l'intitulé de son livre de Contested Histories, c'est-à-dire d'histoire contestée au pluriel, par où il faut entendre donc des représentations historiques qui font l'objet donc de contestations et de polémiques, alors à la fois entre différentes disciplines du savoir et entre différentes puissances européennes, notamment coloniales. Nous voyons ainsi surgir des contestations au sein d'une géographie européenne mouvante qui est à la fois intellectuelle, scientifique, universitaire d'une part et géopolitique, puisque nous avons observé de la même façon tout au long des XVIIIe, XIXe siècles on pourrait dire des déplacements successifs dans cette géographie européenne, donc du contenu doctrinal associé à Confucius, donc entre les catégories philosophie et religion. On a vu comment cet enseignement de Confucius est ballotté au XIXe siècle entre philosophie et religion. Mais il y a également des déplacements entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne, la France et l'Angleterre étant en outre les deux plus grandes puissances coloniales du moment et donc en perpétuelle compétition, ce qui amène donc Anna Swan à parler de contested histories, d'histoire contestée. Alors la contestation sur la question de savoir si le confucianisme est ou non une religion est véritablement au cœur, si vous me permettez, de ce match France-Angleterre. Et il n'est que de lire la très longue recension que rédige Jules Barthélemy Saint-Hilaire, dont vous avez le nom sur cette diapositive, Barthélemy Saint-Hilaire étant son nom de famille, donc qui a vécu entre 1805 et 1895. Donc Jules Barthélemy Saint-Hilaire écrit une très longue recension des traductions de James Legge dans plusieurs numéros du Journal des savants, qui est une émanation donc de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Jules Barthélemy Saint-Hilaire se trouve être donc le secrétaire donc de cette revue savante, et sa recension paraît donc en 4 épisodes, en février, juin, juillet et septembre 1894, et donc il traite de manière très détaillée de la traduction par James Legge des Sacred Books of China, The Texts of Confucianism, qu'il traduit de cette manière, donc les livres sacrés de la Chine,
texte de la doctrine de Confucius. Donc, Barthélemy Saint-Hilaire traduit donc la notion de Confucianism, introduite par James Legge, comme on l'a vu, par la doctrine de Confucius. Alors, j'ai déjà eu l'occasion, vous vous en souvenez peut-être, d'évoquer donc le nom de ce Jules Barthélemy Saint-Hilaire, qui a été donc professeur au Collège de France entre 1838 et 1852, comme titulaire donc d'une chaire de philosophie grecque et latine. Et j'avais cité donc un propos de ce Barthélemy Saint-Hilaire tiré de son article sur la philosophie grecque dans le dictionnaire des sciences philosophiques. Donc là, vous remarquez que le terme de science est appliqué à la philosophie. Le dictionnaire des sciences philosophiques, dirigé par un certain Adolphe Frank, et qui paraît donc entre 1844 et 1852. Et à cette époque, Jules Barthélemy Saint-Hilaire écrit ceci, je vous ai déjà donné la citation, mais je vous la relis rapidement. Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. Et si en Chine, on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation, on veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, Confucius, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique. Donc, dans cet article consacré à la philosophie grecque, Jules Barthélemy Saint-Hilaire donc convoque la Chine en tant que repoussoir, en quelque sorte, puisqu'il lui dénie donc le qualificatif de philosophie pour donc la reléguer dans la catégorie religion. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que quelques décennies plus tard, à la lecture des classiques confucéens tels qu'ils sont traduits par James Legge, Barthélemy Saint-Hilaire en vient à contester au confucianisme non seulement donc sa qualification philosophique, mais également sa qualification religieuse. Donc, dans sa recension des traductions de James Legge, qui date donc de 1894, Barthélemy Saint-Hilaire écrit ceci. Il semble qu'il y a deux grandes lacunes dans l'esprit de ces races. Alors, donc, il est en train de parler des Chinois. Elles n'ont conçu clairement ni l'idée de la liberté, ni l'idée de Dieu. Autrement dit, Barthélemy Saint-Hilaire donc, est en train de nous dire que ces races, c'est-à-dire les Chinois, donc, n'ont ni philosophie, ni religion. Alors il poursuit dans ces termes, on dit bien que Confucius a fondé une religion. Alors là, en fait, il fait allusion justement aux thèses de James Legge, qui défend précisément cette idée que Confucius a fondé une religion. Mais, poursuit Barthélemy Saint-Hilaire, l'expression est inexacte et il faut le savoir tout en continuant à l'employer. La religion est essentiellement le lien qui rattache l'âme et la conscience de l'homme au Créateur qui les lui a donnés. Au fond, la religion n'est que cela. Et c'est ce qui fait sa grandeur et son utilité. Maintenant, dans les Qing, c'est comme ça que
Barthélemy Saint-Hilaire donc transcrit le mot chinois Qing, qui désigne donc les classiques ou les livres canoniques. Donc dans les Qing de Confucius, il n'y a pas trace de ces notions. Tous les préceptes sont purement traditionnels et le législateur ne s'est appuyé que sur cette base. Il demande tout à la tradition pour en tirer la morale publique et privée. C'est peut-être cet attachement exclusif à la tradition qui a consolidé la société chinoise. Parce que là, Barthélemy Saint-Hilaire donc se pose à juste titre la question de savoir comment expliquer la pérennité de la civilisation chinoise. Et donc, il reconnaît qu'il y a donc cette force de la tradition qui a réussi donc à se pérenniser. Mais, poursuit-il, du même coup, la Chine est devenue presque immobile en subordonnant toute activité à la reproduction et au maintien du passé. Donc là, à la fin du XIXe siècle, nous avons cette idée, d'ailleurs qui s'est perpétuée dans le XXe siècle européen. Il suffit de voir donc les publications d'Alain Perfit, par exemple, donc cette idée donc de la Chine comme un empire immobile. À vrai dire, poursuit Barthélemy Saint-Hilaire, ce n'est pas là une religion, bien que ce puisse être un élément précieux de sociabilité. C'est sans doute aussi ce qui a développé chez les Chinois cet esprit d'imitation qui les a rendus presque ridicules. Si l'idée de la liberté sous toutes ses formes est absente de la pensée chinoise, l'idée de Dieu ne lui est guère moins inconnue. Donc là, il revient à cette idée que les Chinois ne connaissent ni l'idée de liberté, ni l'idée de Dieu. Autrement dit, ils n'ont aucune notion ni de philosophie, ni de religion. Les Qing, donc les textes canoniques, parlent assez souvent du ciel, ça on le sait depuis les jésuites, et il semble que sous ce mot, on comprend une puissance qui est supérieure à la terre, mais le plus ordinairement, c'est une expression tellement vague qu'il faut y ajouter beaucoup pour croire que le ciel est pris pour Dieu. Donc ici, Barthélemy Saint-Hilaire prend exactement le contre-pied de Legge, qui, pour sa part, défend l'idée que les Chinois, que ce que les Chinois appellent Ti ou Tian, donc c'est-à-dire donc le Shanti, c'est-à-dire on pourrait dire le souverain suprême d'en haut ou le Tian, le ciel. Selon Legge, ces notions peuvent être parfaitement identifiées à ce qu'on appelle God en anglais ou à Dieu en français. Donc, Barthélemy Saint-Hilaire poursuit en disant « On aurait tort d'accuser la Chine d'être athée en ce sens qu'elle ne nie pas Dieu, ce qui constitue en effet l'athéisme, mais ce n'est pas la calomnier que de croire qu'elle ne connaît pas Dieu. » C'est-à-dire elle ne nie pas Dieu dans la mesure où elle ne le connaît pas, tout simplement. C'est-à-dire Dieu, la cause toute puissante qui a créé l'univers et qui le maintient dans un ordre admirable. Et Barthélemy Saint-Hilaire nous affirme ceci: la pensée chinoise ne s'est pas élevée jusque-là, et c'est une impuissance absolue dont elle est atteinte. Donc, autrement dit, donc, cette incapacité de penser Dieu est une incapacité constitutive de la pensée chinoise. Et Barthélemy Saint-Hilaire poursuit: le bouddhisme et le taoïsme n'ont pas été plus intelligents. Et de fait, cette agglomération énorme d'êtres humains n'a jamais recherché d'où vient l'homme et ce qu'il est. On ne lui en a pas moins prêché une morale très pure à certains égards, mais très étroite et presque uniquement de forme. Et Barthélemy Saint-Hilaire, donc dans sa recension, utilise en quelque sorte James Legge contre lui-même. Il le cite,
James Legge, qui, selon Barthélemy Saint-Hilaire, peut passer pour un juge aussi compétent qu'impartial, dit dans sa préface, donc citation de James Legge, « En lisant les ouvrages de Confucius, on ne doit pas oublier que les anciens livres de la Chine n'ont jamais prétendu avoir été inspirés et qu'ils ne contiennent absolument rien qui puisse être pris par nous pour une révélation. Les historiens, les poètes ou d'autres auteurs chinois les ont écrits pour exprimer leurs pensées personnelles. » Fin de la citation de James Legge. Et Barthélemy Saint-Hilaire poursuit en disant « C'est là, en effet, un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. » Donc, on retrouve ici le thème si rebattu donc, de la Chine comme autre absolu, ce fameux thème de l'altérité radicale de la Chine, qui se distingue de pratiquement tout le reste de l'humanité. En effet, poursuit Barthélemy Saint-Hilaire, la Bible, l'Évangile, le Coran, le Veda sont des révélations. Il en est à peu près de même du Zend-Avesta, c'est-à-dire du zoroastrisme, et des sutras bouddhiques. Et même la mythologie païenne n'a échappé à cette condition qu'en n'ayant pas de livre sacré. Mais le paganisme avait ses oracles et ses devins interprètes des dieux. La foi chinoise, elle seule, donc, est restée dans les limites étroites de l'humanité. Et elle s'est attachée exclusivement à la tradition qui elle-même n'était jamais sortie de ce cercle insuffisant. Fin donc de la citation très longue donc, de Barthélemy Saint-Hilaire. Mais je vous l'ai lu in extenso parce que nous avons ici, bien sûr, sous une forme assez caricaturale, mais du coup très lisible, un jugement caractéristique du XIXe siècle européen, mais dont nous avons hérité, et qui, d'une certaine manière, a encore cours aujourd'hui, un jugement qui dénie à la Chine et à la doctrine de Confucius en particulier, à la fois donc la qualification de philosophie et la qualification de religion, et cela par manque, par absence de capacité constitutive. Barthélemy Saint-Hilaire parle bien d'impuissance absolue, donc incapacité constitutive à se projeter à un niveau supérieur de l'être et de la conscience, à une dimension donc métaphysique, à une dimension de l'au-delà. Alors, pour ce qui est donc de cette polémique, de cette contestation soulevée par les thèses de James Legge, on peut dire qu'elle a eu un certain effet, mais en même temps qu'elle a été relativement de courte durée. Norman Girardot situe donc ce qu'il appelle l'ère leggienne de la sinologie dans les 3 dernières décennies du XIXe siècle, c'est-à-dire donc entre le début des années 1870, qui marque le retour de James Legge de Chine en Angleterre, où il est élu professeur donc à Oxford, et donc la fin des années 1890, autrement dit la toute fin du XIXe siècle, qui correspond donc à la mort de James Legge et de manière concomitante à l'activité d'Édouard Chavannes, donc sinologue français éminent, donc au Collège de France. Édouard Chavannes que vous avez en bas de cette diapositive. Alors, bien que les traductions de James Legge aient fait l'objet d'innombrables rééditions, dont un certain nombre piratées, qui ont encore cours aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un changement radical, vraiment le ton change du tout au tournant des 19e, 20e siècles, et surtout
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, ce changement très net qu'on observe dans les 2 premières décennies du XXe siècle tient à la combinaison complexe de plusieurs facteurs concomitants dont je dégagerai en fait 3 facteurs principaux. Alors, vous avez d'une part le retour en force de la France dans le domaine des études sinologiques à partir donc de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Vous avez en second lieu l'appropriation de la question du religieux, et en particulier du confucianisme comme religion ou comme non-religion, par les nouvelles approches sociologiques dans les années 1910-1920, que ce soit en Allemagne avec Max Weber ou en France avec l'école de Durkheim et de Mauss. Et en troisième lieu, vous avez le processus de sécularisation que l'on observe pendant tout ce temps donc, en Chine. Donc il faut constamment garder à l'esprit, de manière, on pourrait dire, synoptique, ces 3 facteurs sur lesquels je reviens maintenant rapidement. Alors, j'ai cité d'abord ce retour de la France donc, dans le domaine des études sinologiques, après donc, cette parenthèse oxonienne, donc anglaise, sous disons, la houlette de James Legge. La France, rappelons-le, donc, a doté d'une existence institutionnelle la discipline sinologique, inventée donc au XIXe siècle, avec la création, ici même, au Collège de France, d'une chaire consacrée aux études chinoises, donc en 1814. Donc là, nous avons en fait, on pourrait dire, la création, l'invention institutionnelle donc, de cette nouvelle discipline sinologique, événement donc, dont je vous rappelle qu'il sera célébré en grande pompe, toujours ici même, par un colloque international en juin prochain, donc juin 2014. Donc, cette France revient en force à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, toujours avec justement la création de nouvelles institutions et en particulier la création dans sa colonie indo-chinoise de l'EFEO, l'école française d'Extrême-Orient, qui a été créée donc à l'origine en 1898 en tant que mission archéologique d'Indochine et qui a été basée à Hanoï, donc en Indochine à l'époque, à partir de 1900. Et je rappelle que cette EFEO, cette École française d'Extrême-Orient, est encore aujourd'hui tout à fait active et vivante, présente dans une douzaine de pays d'Asie qui vont de l'Inde au Japon, en passant par la Chine et l'Asie du Sud-Est. Et cette EFEO, donc avec sa base sur le terrain, a permis à un très grand nombre de sinologues français d'être formés donc, sur le terrain, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là, je crois qu'au début du XXe siècle, on ne peut pas ignorer donc, vraiment cette très grande présence de la France, non seulement dans le domaine purement académique de la sinologie, hein, mais aussi donc, sur le terrain donc, en Asie. Alors, le deuxième facteur que j'ai cité, c'est donc dans les années 1910-1920 l'apparition donc de ces nouvelles approches de type sociologique de la question
de savoir donc si le confucianisme est à considérer ou non comme une religion. Et là, bien sûr, le premier nom qui vient à l'esprit en ce qui concerne donc la France, c'est celui donc de Marcel Granet, que vous avez donc en haut de la diapositive, qui a vécu entre 1884 et 1940, qui était un disciple du grand nom de la sociologie française, donc Émile Durkheim, et proche de Marcel Mauss, qui est considéré un petit peu comme, on pourrait dire, le père de l'anthropologie française moderne. Et en même temps, bien sûr, Marcel Granet est l'un des plus éminents représentants de l'école française de sinologie qui occupe une position véritablement dominante dans toute la première moitié du XXe siècle, avant de commencer à être supplanté donc par l'école américaine à partir donc du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans son ouvrage Fêtes et chansons anciennes de la Chine, qui date de 1919, et que Marcel Granet dédie de façon tout à fait symbolique à la mémoire à la fois de Durkheim, son maître S sociologie, et de Chavannes, son maître S sinologie, Marcel Granet porte un jugement vraiment très peu aimable sur le travail de James Legge. Il dit ceci: Legge paraît s'être occupé des classiques en songeant davantage à la Chine ancienne, mais il faut dire qu'il les envisage, qu'il envisage ces classiques d'un point de vue singulièrement étroit. Il semble bien souvent ne s'être proposé d'autre fin que d'inventorier l'œuvre littéraire de Confucius et de déterminer si vraiment c'était un grand homme. Une critique un peu courte, et vous voyez que dans les recensions de l'époque, on n'était franchement pas très tendre, et d'ailleurs on ne l'est pas devenu davantage maintenant. Hein, mais, une critique un peu courte et qui n'aperçoit pas les problèmes véritables, une érudition trop laborieuse et où l'on ne sent pas de règles directrices, le désir de montrer tantôt l'absurdité des commentaires et de faire d'autres fois passer dans la traduction des gloses indiscrètement choisies, indiscrètement, c'est-à-dire sans discernement. Tout cela concourt à rendre peu utile une version faite pourtant dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire dans une chaire d'Oxford. Fin de citation. Alors, Granet, dans sa critique de James Legge, est assez représentatif de l'approche rationaliste française qui tente à rejeter les travaux de Legge dans la catégorie des traductions de missionnaires. Donc, il situe en fait les travaux de James Legge dans la filiation justement des travaux des missionnaires. Il le met dans le même paquet, si j'ose dire, que Séraphin Couvreur, donc missionnaire jésuite également présent en Chine à la fin du XIXe siècle. Et il nie donc justement tout le travail que Legge a pu faire en collaboration avec Max Müller pour essayer précisément de sortir les classiques chinois justement de cette tradition missionnaire pour lui donner la dignité justement d'une nouvelle discipline universitaire, celle de cette science des religions. Bref, Granet, pour sa part, abandonne résolument la question typiquement missionnaire de savoir si on peut retrouver Dieu dans les sources de l'Antiquité chinoise. Et ce qui l'intéresse davantage, c'est d'essayer d'identifier dans ces sources de l'Antiquité chinoise ce qui constitue
du fait social, pour reprendre une notion tout à fait durkheimienne. Et c'est ainsi que Granet lit certaines pièces du Schutting, donc du livre des odes ou du livre de la poésie, comme des traces de fêtes et chansons populaires. Donc cet ouvrage de 1919 de Granet s'intitule bien Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Et il voit par exemple des échanges chantés entre filles et garçons lors de fêtes paysannes, donc dans certaines pièces rimées et rythmées donc de ce livre des odes. Et il croit voir justement dans ces pièces poétiques des traces lointaines de ce qu'il a pu observer lui-même d'un point de vue ethnographique, donc sur le terrain, grâce précisément donc à cette école française d'Extrême-Orient, donc présente en Indochine, qui lui a permis justement d'observer certaines pratiques folkloriques donc de certaines ethnies donc indo-chinoises, ou en tout cas présentes en Indochine. Alors, on voit bien donc que Marcel Granet a introduit ici une approche tout à fait nouvelle. Alors, je retiendrai ce que Marcel Granet écrit dans un article daté de 1924 qui s'intitule donc L'esprit de la religion chinoise, et où il dit ceci, je cite: « En Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés. Ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre. C'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accompli dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la, entre guillemets, superstition. » Donc ici, Granet fait allusion notamment à la fameuse querelle des rites, qui a divisé donc justement les missionnaires entre ceux qui, notamment les jésuites, qui voyaient dans les cultes ancestraux simplement des cultes qui n'avaient rien de proprement religieux, et les autres, c'est-à-dire dominicains et autres, donc, qui y voyaient des pratiques superstitieuses. Alors, Granet continue dans ces termes: « Les uns et les autres avaient tort ou raison selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt, ou même à la fois et dans un dosage imprévisible, une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. » Donc j'ajouterai entre parenthèses, autrement dit, ce que Granet est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas de transcendance. Et Granet poursuit en disant: « Il n'y a point de domaine auquel on ait à préposer un clergé. La pensée religieuse est toujours caractérisée par une tendance au syncrétisme, par une curiosité molle à l'égard des nouveautés. » Donc là, Granet porte un jugement assez intéressant, donc une curiosité molle à l'égard des nouveautés, par un attachement à la tradition où l'inertie l'emporte sur la conviction, par une inaptitude aux conceptions précises, aux adhésions profondes, aux partis pris violents qui occupent entièrement les âmes. À l'absence de besoin dogmatique correspond l'absence de toute disposition
à remettre à un clergé le soin des choses religieuses. Et Granet conclut son article dans ces termes, je cite, « Un certain manque d'âpreté et de décision dans la vie imaginative, un mélange singulier de pragmatisme un peu mou, de nouveau cette notion de mollesse, donc un mélange singulier de pragmatisme un peu mou et de rationalisme facile à satisfaire, semble interdire aux Chinois les conceptions et les réalisations religieuses qu'inspire une foi intransigeante, ambitieuse, capable de créer comme de détruire. La religion, je serais tenté d'ajouter pas plus que la pensée spéculative, n'est point devenue, en Chine, et n'a guère de tendance à y devenir, une fonction distincte de la vie collective. » Fin de citation. Donc, je vous ai lu in extenso tous ces propos donc de Barthélemy Saint-Hilaire et de Granet, parce que malgré donc leur très grande différence d'approche, on y retrouve des jugements plus ou moins rapides, plus ou moins réducteurs, plus ou moins caricaturaux sur le confucianisme vu comme une conception de l'humain trop humain, autrement dit limité donc à donc une pure humanité. Alors, il se forge ainsi une idée reçue, on l'a vu depuis l'époque des missionnaires jésuites et des Lumières, mais aussi confortée au XXe siècle, bien que d'un point de vue très différent, par le jugement de Granet, qui est pour sa part influencé par l'école française de sociologie incarnée par Durkheim, comme nous venons de le voir, mais aussi conforté par, en Allemagne par les thèses de Max Weber, donc, dont je vous rappelle qu'il a vécu entre 1864 et 1920. Ces thèses selon lesquelles donc, la mentalité chinoise, confucéenne en particulier, rechercherait avant tout l'harmonie avec le monde et serait donc totalement dépourvue de tension. Alors, une lecture certes assez sommaire de Weber, notamment de son ouvrage le plus connu, là je vous fais passer rapidement une photo de Marcel Granet, ici, vous avez ici une photo de Durkheim, ici donc Max Weber, donc une lecture un petit peu rapide donc, de son ouvrage le plus connu, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, donc l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui date de 1905. Cette lecture peut rapidement aboutir à la conclusion que, selon Weber, le facteur essentiel de la stagnation chinoise, c'est-à-dire de l'absence de développement du capitalisme en Chine, serait l'absence d'une relation de l'homme à une transcendance, donc située radicalement hors du monde. Cette transcendance, cette extra-mondanéité, par laquelle donc la réforme protestante aurait introduit en Europe donc une tension génératrice d'angoisse et donc d'entreprises individuelles dont était jusque-là dépourvu le christianisme. Donc, d'une certaine manière, pour Max Weber, la Chine représente une sorte de cas de figure qui serait donc un contre-exemple par rapport justement à sa thèse centrale concernant donc le rapport entre l'éthique protestante et l'esprit et l'essor du capitalisme dans l'Europe de la Renaissance. Alors, dans un ouvrage
qui date de 1916 et qui est intitulé donc Confucianismus und Taoismus, le confucianisme et le taoïsme, qui a été très bien traduit en français par Catherine Colliot-Tellen et Jean-Pierre Grossin aux éditions Gallimard en l'an 2000. Donc, dans cet ouvrage de 1916, Max Weber donne effectivement l'impression d'accumuler donc les constats négatifs relatifs à toute une série de facteurs qui seraient, selon lui, présents en Europe, dans l'Europe donc de la Renaissance, et absents en Chine. Alors, pour ne citer que quelques exemples, au sommaire du chapitre intitulé « L'orientation confucéenne de la vie », on peut lire donc les rubriques suivantes: absence de droit naturel et de logique juridique formelle, absence d'une science naturelle théorique, l'essence du confucianisme serait donc l'absence de métaphysique et d'intramondanéité, donc en allemand Innerweltlichkeit, donc du confucianisme. Donc le confucianisme est essentiellement caractérisé par son absence de métaphysique et son intramondanéité. Et au chapitre intitulé Résultats, confucianisme et puritanisme, on lit ceci, je cite, « On ne trouve chez le confucéen, comme chez les Grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance, aucune tension entre les commandements d'un Dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception d'un mal radical. » Et un peu plus loin, le confucianisme est qualifié d'éthique de l'approbation du monde, donc en allemand Weltbejahung, c'est-à-dire donc le fait de dire oui au monde, donc une éthique de l'approbation du monde et de l'adaptation au monde sans restriction. Fin de citation. Alors, ce genre de caractérisation négative, alors je m'empresse de dire que bien sûr la démarche de Max Weber est loin de se réduire à ça, mais disons que encore une fois, quand on le lit rapidement, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à retenir. Donc cette caractérisation négative qui pointe tout ce qui est censé manquer ou être absent donc de la mentalité chinoise, qui est souvent réduite à justement cette conception de l'humain trop humain, à une conception immanentiste, voire bassement pragmatique. Tous ces poncifs continuent à irriguer largement aujourd'hui non seulement le discours des médias, mais aussi un certain nombre de travaux universitaires dits comparatistes. Donc c'est pour ça que c'est important donc de faire un rappel justement de l'origine de ces idées reçues. Alors le troisième facteur que j'ai mentionné tout à l'heure justement pour expliquer ce changement radical qui s'observe donc au tournant des 19e, 20e siècles, c'est que pendant tout ce temps, pendant justement ces contestations, ces déplacements, ces tiraillements donc dans la géographie européenne, pendant ce temps, en Chine, se déroule un processus de sécularisation souvent forcé et brutal qui se traduit par la fermeture, la reconversion ou même la destruction de très très nombreux temples, qu'ils soient d'ailleurs confucéens ou autres, un processus qu'a très bien étudié, et c'est une chance pour nous d'avoir ces travaux en français,
pour une fois, qu'a très bien étudié notre collègue Vincent Gossart dans de très nombreuses publications, notamment donc dans un volume collectif que j'ai dirigé qui s'intitule La pensée en Chine aujourd'hui, publié en poche chez Gallimard en 2007, où nous avons donc un article de Vincent Gossart qui résume de manière très commode justement ce processus de sécularisation dans la Chine moderne. Et de manière beaucoup plus développée, Vincent Gossart se penche sur la question dans un livre récent qu'il a co-signé avec David Palmer et qui s'intitule La question religieuse en Chine, paru donc aux éditions du CNRS très récemment en 2012. Alors, ce processus de sécularisation sur lequel nous aurons l'occasion de revenir se met véritablement en branle en Chine dans les toutes dernières années du XIXe siècle, notamment après la tentative de réforme politique dite des 100 jours en 1898, qui a été la toute première tentative de réforme du système politique impérial chinois, enfin de toute l'histoire impériale en Chine, sous la conduite de Krang Yo-wei. Et ce mouvement de sécularisation qui connaît donc un premier paroxysme avec le mouvement du 4 mai 1919, que vous avez également sur la diapositive ici, mouvement donc résolument moderniste et occidentaliste. Et bien sûr, plus près de nous, un autre paroxysme a été bien sûr donc la révolution culturelle maoïste, donc dans les années 1960-1970. Alors, pendant ce temps, c'est-à-dire donc pendant ces toutes premières décennies du XXe siècle, sur le plan intellectuel, la tradition intellectuelle chinoise était en train donc de se réinventer donc comme philosophie, donc de revendiquer la catégorie donc de philosophie. Et nous avons à ce titre justement deux ouvrages emblématiques qui sont parus donc dans ces décennies. En 1918, vous avez donc l'ouvrage de Hu Shi, qui était donc une des têtes, enfin un chef de file du mouvement du 4 mai 1919, justement, donc résolument moderniste et occidentaliste, qui fait paraître cet ouvrage intitulé en chinois donc Zhongguo Zhexue Shi Da Gang, c'est-à-dire donc les grandes lignes de la philosophie chinoise. Vous avez donc en chinois le terme de Zhexue qui traduit donc le concept européen donc de philosophie. Et quelques temps plus tard, au début des années 1930, l'ouvrage qui a fait date aussi de Feng Youlan, donc le Zhongguo Zhexue Shi, c'est-à-dire donc l'histoire de la philosophie chinoise, qui a eu une très large répercussion dans le monde intellectuel occidental à partir du moment où elle a été traduite en anglais au début des années 1950 et qui est parue en traduction anglaise aux presses universitaires de Princeton aux États-Unis. Donc là, ces deux ouvrages, de manière emblématique, revendiquent haut et fort donc la qualification de philosophie, zhexue, pour la tradition intellectuelle chinoise. Et dans ces deux ouvrages, l'enseignement de Maître Krong de Confucius est traité comme de la philosophie, et c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui très largement, puisqu'un bon nombre d'exégètes et de commentateurs de Confucius
notamment dans les universités américaines, font partie donc de départements de philosophie. Donc, pour résumer notre propos d'aujourd'hui, nous avons une sorte de, de convergence et de synergie de multiples facteurs. Vous avez d'une part l'image d'un Confucius philosophe et rationaliste hérité des Lumières, qui se perpétue dans la tradition laïque et séculariste française. Elle se reflète notamment chez quelqu'un comme Étiamble, qui a produit donc une étude sur Confucius, parue chez Gallimard en 1966, où Étiamble s'attache donc à montrer que Confucius est agnostique. Et dans ce sens, Étiamble reprend une question qui a déjà été traitée en 1932 par le sinologue américain Hurley Glessner Creel, H.G. Creel, ce sinologue de l'université de Chicago dont je vous ai déjà parlé, qui publie donc en 1932 un article qui s'intitule Was Confucius Agnostic? C'est-à-dire est-ce que Confucius était agnostique? H.G. Creel, dont je vous ai déjà parlé à propos de son ouvrage qui s'intitule Confucius, the Man and the Myth, donc Confucius, l'homme et le mythe, paru donc en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où Confucius est présenté comme une sorte de modèle pour les Founding Fathers, les pères fondateurs de la nation américaine, comme Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Donc, vous avez ici cette image d'un Confucius, on pourrait dire, des Lumières, qui se trouve encore renforcée, quoique d'un point de vue différent, par l'idée donc weberienne que nous venons de voir, d'un confucianisme purement intramondain et purement immanent. Donc ça, c'est une idée qui a été déclinée sur tous les tons possibles et imaginables, et encore récemment en France. Et enfin, en Chine même, donc, se déroule pendant ce temps-là un processus de modernisation qui est allé de pair avec cette sécularisation forcée et qui s'est poursuivie donc tout au long du XXe siècle. Alors tout cela combiné donc a abouti dans la première partie en tout cas dans une grande partie du XXe siècle à la représentation d'un confucianisme humaniste, rationaliste et essentiellement areligieux. Et c'est à partir donc des années 1960 que l'on commence à observer une sorte de nouveau tournant à ce titre. Alors, les années 1960 voient paraître donc cet ouvrage donc de Chan Wing-sik, dont je vous ai déjà cité le titre, donc A Source Book in Chinese Philosophy, donc une sorte de philosophie chinoise par les textes, qui date de 1963, qui est paru donc aux États-Unis et qui consacre son chapitre 2 à l'humanisme de Confucius. Et c'est précisément dans ces années 1960 qu'on voit commencer à s'amorcer un renversement de la tendance avec le titre que vous avez également sur la diapositive d'un ouvrage qui a également fait date, qui est celui de C.K. Yang, Y-A-N-G, intitulé Religion in Chinese Society, et le sous-titre est A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors.
donc paru aux presses universitaires de Californie en 1961. Donc je traduis le titre, c'est La religion dans la société chinoise, une étude des fonctions sociales de la religion contemporaine et quelques-uns de leurs facteurs historiques. Alors, C.K. Yang, dans cet ouvrage qui a fait véritablement école, commence à signaler donc un renversement de tendance qui n'a fait que se confirmer donc dans les décennies suivantes, et on observe actuellement un retour massif des études sur les aspects religieux donc du confucianisme aux États-Unis, surtout en Europe dans une certaine mesure, et maintenant également en Chine. Donc nous allons revenir donc la prochaine fois maintenant sur le volet chinois de cette question d'où nous sommes partis, donc le confucianisme est-il un humanisme, et nous allons voir comment donc cette question se traduit en chinois. Merci de votre attention, et puisque nous sommes donc à la veille du Nouvel An chinois, alors permettez-moi donc de vous souhaiter de faire la fête ce soir et d'accueillir donc dignement le cheval demain matin. Très bien. Et donc à la semaine prochaine pour accueillir donc davantage ce cheval chinois. Merci.